Donc, pour me présenter, donc moi c'est Alexandre Delaunay, donc je suis membre de TechLib. Donc, je suis la personne qui est en charge actuellement du projet GLPI donc au niveau technique. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui, comment dire, enfin, le produit en lui-même. Enfin, vous le connaissez pour la plupart tous, mais il y a certainement des nouvelles personnes à l'heure actuelle. Et donc, je vous présenterai en quelques généralités donc le produit, puis les nouveautés de la 9.4 et ce que vous pourrez attendre dans un futur proche au niveau du produit. Et donc, j'oublie une chose importante. Donc, ce webinaire, cette présentation est organisée évidemment en relation avec notre partenaire Silver au PNS. Et donc, j'espère qu'ils pourront faire quelques mots donc, lors de la présentation euh, plus tard, dans tous les cas. Voilà. Donc, je vais lancer ma petite présentation. Ce fichier-là. Voilà, donc normalement, vous devez voir mon PowerPoint s'afficher. Et donc, du coup, pour GLPI, je vous demande juste un petit instant. Donc, GLPI, c'est un outil assez ancien, donc qui nous permet de faire pas mal de choses dans votre IT. Donc, c'est principalement donc un outil pour historiquement pour gérer donc le helpdesk et votre inventaire de votre service informatique. Mais ça évolue au fur et à mesure des années et on essaie de faire de quelque chose d'un petit peu plus global pour pouvoir gérer, on va dire, les services de l'entreprise de façon générale. Donc, on tend vers cet objectif à long terme en termes de fonctionnalité, on va dire, principale. Et donc, du coup, on essaye donc d'englober tout ce qui est fonctionnalité permettant de gérer les services. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui vont arriver donc, dans les prochains mois ou les prochaines années qui vont permettre donc de tendre vers cet objectif. Voilà. Mais donc de façon générale et historiquement, on est donc un outil qui permet donc de gérer de l'inventaire dynamique et donc du helpdesk, comment dire, donc des tickets, des problèmes et des changements. Voilà, donc la 9.4, je ne sais pas, enfin pour la plupart, vous l'avez peut-être testé ou ce genre de choses, donc elle est sortie il y a quelques mois. On a décidé de faire une version rapide parce qu'on avait pas mal de choses qui étaient disponibles récemment. Et au final, ça avance, on se rend compte que sur ces derniers mois, en fait, on a recruté quelques nouveaux développeurs et donc du coup, on avance beaucoup plus vite que les années précédentes. Donc du coup, on a un cycle assez court à l'heure actuelle. Je ne sais pas si on le conservera, mais dans tous les cas, ça va enchaîner plutôt vite dans les prochains mois sur les versions et les nouvelles versions avec fonctionnalités. Et on essaye d'avoir de pas casser, on va dire, l'API pour les plugins ou ce genre de choses. Donc normalement, vous n'aurez pas trop de problèmes de compatibilité de plugins donc dans les versions à venir. Bon, pour rentrer dans le vif du sujet, donc sur la 9.4, voilà, je vais vous présenter, je vais balayer rapidement, comment dire, les fonctionnalités majeures qui ont été ajoutées. Certaines ont été faites par TechLead, d'autres par des contributeurs externes, et donc je vous le préciserai dans la plupart des cas. Voilà, donc la première, donc la principale fonctionnalité, c'est que le moteur de recherche supporte maintenant les critères imbriqués, et donc vous avez la possibilité donc de faire des recherches beaucoup plus complexes que précédemment. Je vais essayer de vous faire une toute petite présentation de cette partie-là avec un partage d'écran. Alors, application. Celle-ci. Dites-moi si vous voyez. Ça va peut-être laguer au niveau de la caméra parce que j'ai pas assez forcément très puissant pour la. Une seconde, ça vient. Voilà, donc du coup, j'ai mon interface ticket à l'heure actuelle. Et
Donc ça, c'est quand même, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs règles à votre recherche. La nouveauté, donc, c'est la partie qui permet de faire du groupe. Alors, attendez, je vais attendre vos retours de confirmation. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent avant d'aller plus loin. Ah, bon, bah, je vais arrêter. J'ai arrêté la coupure d'écran parce qu'a priori, ça a l'air de couper. Donc, on va essayer de faire plus simplement du coup. Excusez-moi donc pour ce petit arrêt du coup. C'est bien revenu pour tout le monde du coup. Ok. Désolé donc pour cette interruption. Donc je vais rester sur ma présentation. Ça sera a priori c'est pas possible de pouvoir partager mon écran en même temps que je fais la présentation. Ça a l'air d'être trop consommateur pour le PC à l'heure actuelle. Donc du coup ce que je voulais dire c'est qu'on a ajouté donc plusieurs nouvelles choses. Donc vous avez la possibilité donc via le bouton groupe sur ce moteur de recherche d'ajouter un nouveau bloc. Ici je vais essayer de faire un petit carré. Voilà. Tac ici. Hop. Qui vous permet donc et vous pouvez dans ce même bloc en ajouter donc des nouveaux ou ce genre de choses. Hop, tout est effacé, oui. Voilà, et donc du coup ça va vous permettre de résoudre certaines problématiques, notamment comment dire la possibilité de faire des ou qui étaient très très compliquées précédemment puisque en fait il n'y a pas de notion de parenthèse donc dans le moteur de recherche de GLPI et vous aviez quand on essayait de faire des critères ou et dans la même requête de recherche, et ben du coup il fallait souvent répliquer un critère et pour chacun des blocs ou. Et c'était donc particulièrement pénible pour pouvoir faire des recherches assez complexes. Donc ce qui a été ajouté avec ce bloc, ce bloc de critères, c'est que on a un opérateur global. Donc on a un opérateur global pour comment dire pour tout le groupe. Et donc là vous allez pouvoir mettre un et faire des ou pour chacun des critères. Et donc du coup imbriquer, enfin faire correspondre donc plusieurs critères et avec un bloc de ou et donc du coup ça permet donc de simplifier majoritairement facilement de vraiment simplifier on va dire les recherches avec ce genre de pour le coup. Donc c'est normalement là dans les dernières versions bug fix, on avait trouvé 2-3 petites choses, mais c'est un système qui a été beaucoup testé fonctionnellement et sur lequel on a ajouté énormément de tests unitaires. Donc normalement on est assez confiant sur cette partie-là. Et le bonus là-dedans, c'est que, par exemple, avec le plugin Fusion Inventory, vous avez la possibilité de faire des groupes dynamiques. Et ben, du coup, c'est directement disponible aussi via ces groupes dynamiques dans Fusion Inventory. Donc, tous les plugins qui vont utiliser le moteur de recherche, bon, il n'y en a pas énormément. Donc, je vous prenais comme exemple Fusion Inventory parce que c'est celui qui revient très facilement en tête. Donc, du coup, bénéficie donc de cette fonctionnalité. Évidemment, les recherches sauvegardées fonctionnent aussi. Les alertes sur les recherches sauvegardées en bénéficient aussi, etc., etc. Voilà. Donc voilà pour cette première grosse fonctionnalité. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant qui était une vraie épine, on va dire, dans les fonctionnalités, dans les versions précédentes. Du coup. Voilà. Donc deuxième grosse fonctionnalité, c'est une refonte légère de la base de connaissances et de la foire aux questions. Plutôt que du design, c'est plutôt de l'expérience utilisateur. Et on a principalement changé donc l'onglet parcourir. Dans les précédentes versions, on avait déjà fait plusieurs choses au niveau de la base de connaissances. On avait notamment ajouté on avait quand même ajouté deux fonctionnalités, la possibilité de faire des commentaires sur un article de base de connaissances et de faire des révisions sur les articles de base de connaissances. Donc avoir un historique des changements ou ce genre de choses. Et donc là, pour terminer, on va avec sur cet univers de GLPI qui était quand même assez vieux et sur lequel il y avait besoin quand même pas mal de refonte. On a vraiment refait cette partie-là qui était, à mon sens, très peu pratique, puisque chacun des dossiers qui étaient disponibles précédemment, je ne sais pas si je suis un pointeur, non, je ne suis plus un pointeur, voilà. Donc chacun des dossiers qui étaient disponibles précédemment ici était donc en pleine page et on ne pouvait voir qu'un seul niveau précédemment à la fois.
et on n'avait surtout pas de compteur sur les dossiers. Donc du coup, il était quasiment impossible de savoir, sans naviguer et donc dans les différents dossiers, le nombre d'articles disponibles et si on allait tomber sur quelque chose. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait donc cet arbre qui se déroule automatiquement et qui compte le nombre d'articles disponibles dans chacune des catégories. Alors, je vois qu'il y a quelques réponses. Donc, effectivement, il y avait la possibilité des tags, et les tags utilisent à l'heure actuelle, sont fournis par un plugin externe. Et à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué d'intégrer les tags avec la base de connaissances. C'est quelque chose qui viendra probablement dans les mois qui vont suivre, parce qu'on réfléchit à l'intégration du plugin directement dans GLPI. Et donc la question se posera, enfin on avait mis un petit peu de côté la base de connaissances pour ce plugin tag, parce que c'était justement un plugin, mais si on fait l'intégration native dans GLPI, et ben, du coup il y a de grandes chances qu'on doive s'en occuper aussi correctement pour la base de connaissances. Enfin voilà, j'espère que vous apprécierez cette nouvelle interface. À mon sens, précédemment, l'expérience utilisateur de l'ancienne interface était pas mal difficile de façon générale, et je pense que c'est quand même plutôt mieux à l'heure actuelle, quoi. Je regarde. Ok. Donc, un changement qui techniquement a été plutôt compliqué, mais qui était plutôt attendu, mais qui est plutôt simple, on va dire, en termes d'affichage, c'est que depuis la version 0.90 de GLPI, on avait apporté donc un onglet traitement du ticket sur les tickets, qui permettait donc de regrouper plusieurs onglets, donc les tâches, les suivis, les documents, les solutions et les validations, mais c'était disponible donc depuis cette 0.90 seulement pour les tickets. Et de nombreux utilisateurs le demandaient pour les changements, et donc du coup on l'a ajouté donc pour les changements et les problèmes. Il y a une fonctionnalité sous-jacente à cette partie-là, c'est que ces deux objets n'avaient pas de suivi précédemment, parce qu'il n'y avait pas spécialement besoin globalement, mais donc du coup là il y avait le fait d'apporter la timeline a apporté aussi les suivis à ces objets-là pour le coup. Juste une précision, cette fonctionnalité a été apportée par un contributeur externe qui est très productif en ce moment, donc qui est une personne des États-Unis qui s'appelle donc Curtis Connard, et il nous a fait donc un certain nombre de fonctionnalités, dont celle-ci, donc pour la 9.4. Il travaille sur pas mal de choses à l'heure actuelle pour les versions qui vont venir aussi, quoi. Merci à lui, effectivement. Voilà, donc du coup, la timeline a été donc généralisée à tous les objets principaux, on va dire, nommés ITIL donc dans GLPI pour le coup. Voilà. Et donc du coup, les onglets dans les problèmes et les changements qui sont maintenant regroupés dans la page de traitement du problème ou du changement n'existent plus du coup. Elles ont été donc effectivement complètement mergées dans cet onglet-là. Ensuite, toujours grâce à ce cher Curtis, une nouvelle fonctionnalité qui est vraiment, enfin, que j'ai beaucoup appréciée de mon côté, c'est que vous avez, donc là, vous avez les deux fonctionnalités sur la même page. Vous avez la possibilité maintenant, depuis les suivis, donc n'importe où, enfin non, pardon, seulement dans les tickets à l'heure actuelle, parce qu'on n'a pas comment dire, généralisé au problème au changement. Et donc, depuis un suivi de ticket, vous avez une nouvelle icône à côté de l'icône d'édition qui donc permet de transformer un suivi en nouveau ticket maître. Ça évite par exemple quand vous avez à gérer, enfin quand vous êtes un prestataire de service, en tout cas comme nous par exemple, ou comme notre partenaire au PNS, vous avez certainement donc plusieurs clients qui sont gérés, vous gérez les tickets de vos clients et vous avez peut-être des carnets de tickets ou donc des limitations en termes d'usage, on va dire, où vous voulez compter le nombre de tickets qui ont été ouverts le nombre de, on va dire, d'incidents qui ont été ouverts par vos clients. Et donc du coup, ça permet donc pour un suivi, par exemple, dans votre client, vous avez résolu son premier incident, mais il en profite pour vous poser une question sur une autre chose ou dans le même ticket. Donc en fait, ça vous permet donc de prendre le suivi et de le transformer automatiquement en ticket pour cette partie-là. Et de la même façon, de l'opération inverse,
Vous avez donc plusieurs tickets qui ont été créés. Vous pouvez les sélectionner dans la liste des tickets. Et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner action, merger, enfin, je ne sais plus comment c'est en français, fusionner dans un ticket existant. Et donc, du coup, tous les tickets, toutes les descriptions de ces tickets-là vont être ajoutées à la timeline du ticket final. Et vous avez une option, je ne sais pas si c'est très lisible, vous me direz, pour indiquer que les tickets qui vont être mergés, vous voulez aussi récupérer les suivis et les intégrer dans le ticket final, pour le coup. Voilà. Et donc, du coup, un ticket qui a été mergé va être mis en corbeille et vous aurez une information qui dit que les suivis qui en découleront indiqueront comment dire, que ce suivi provient d'un ticket comment dire, fusionné. Vous aurez un lien vers l'ancien ticket ou ce genre de choses. Donc ça, c'est disponible dans la 9.4.0, en 9.4.1 ou en 9.4.2, je ne sais plus si on l'a directement fourni ou pas. Normalement, dans le cas des fusions, les tâches alors au moins les documents, je crois. Je suis pas sûr pour les tâches, mais au moins les documents vont suivre parce qu'il y a un petit problème, c'est que du coup, s'il mettait une pièce jointe, si une personne mettait une pièce jointe dans un ticket qui va être fusionné, bah, du coup, la pièce jointe ne suivait pas. Et donc, du coup, on a corrigé ça donc en 9.4.1 ou en 9.4.2, je ne sais plus. Enfin, dans tous les cas, soit c'est déjà disponible, soit ça va arriver en termes de correction. Voilà pour cette fonctionnalité. Une petite fonctionnalité qui a été ajoutée assez comment dire, anciennement, on va dire, dans le cycle de développement. Vous avez donc la possibilité, on va dire, de faire des processus pour les tickets depuis de nombreuses années, enfin des processus simples, on va dire, depuis de nombreuses années pour l'assistance pour les tickets. Et il n'y avait pas cette possibilité-là pour les éléments du parc. Donc en fait, on a ajouté donc un nouveau moteur de règles qui va permettre de dire que quand un ordinateur arrive, enfin est mis à jour ou est ajouté ou est mis à jour avec tel critère, donc tel champ égal, par exemple le statut est égal à ça, ou le nom d'utilisateur qui est remonté par cet ordinateur, par exemple avec Fusion Inventory, et tel utilisateur, et ben vous allez pouvoir changer des champs, comment dire, de cet ordinateur qui remonte. Donc changer le statut, changer un contact ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment calqué sur le même modèle que le moteur de règles pour les métiers, pour les tickets, mais cette fois-ci c'est pour donc le parc. Et vous avez la possibilité, donc on ne peut cibler par contre que des champs qui sont communs à tous les éléments du parc. Donc par exemple, parce que du coup c'est disponible pour n'importe quel item type, vous avez pour les ordinateurs, pour les moniteurs ou ce genre de choses. Et donc du coup, on verra pour faire évoluer cette partie-là. Mais du coup, c'est vraiment sur les champs globaux. Donc, par exemple, sur le numéro de série, sur un contact, sur un statut, sur un type, etc., etc. Voilà. Enfin, donc, du coup, c'est une première étape, on verra pour faire évoluer. Mais je reviendrai sur cette partie processus de façon générale, parce qu'on a des choses qui vont arriver, qui vont améliorer toutes ces parties-là, tous les moteurs de règles, de façon beaucoup plus drastique, on va dire. Une légère, on va dire, refonte plutôt qu'une fonctionnalité. Au fur et à mesure des années, on a ajouté donc de nombreux scripts en ligne de commande qui permettent de faire un certain nombre de choses. Donc, un peu write-up, comment dire, qu'est-ce qu'on avait d'autre, la mise à jour de la base de données, la vérification que la base de données est bien correcte en termes de champs et de tables, etc., etc. Et de nombreuses migrations optionnelles qui existaient. Et donc, du coup, ça a commencé à dupliquer les scripts et ils avaient forcément en plus des façons de faire différentes, des options différentes, des façons de les appeler différentes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en 9.4, on a intégré un composant de Symfony, qui est donc un composant PHP, qui nous permet de construire donc des interfaces de lignes de commande et on va dire, de mettre en commun, on va dire, la gestion de la couleur, la gestion des paramètres ou ce genre de choses. Et donc, du coup, en 9.4, elle a été cette ligne de commande centralisée a été livrée et on a donc fourni un certain nombre comment dire,
d'options, enfin de commandes possibles. Donc, un pour la SCSS, j'en parlais tout à l'heure, une pour la vérification de la base de données, installer GLPI, mettre à jour GLPI, synchroniser les utilisateurs d'un LDAP, faire la migration de MyISAM vers InnoDB et déverrouiller les tâches, comment dire, des actions automatiques. Il y a encore un certain nombre de scripts qui existent, parce qu'on n'a pas eu le temps de s'en occuper, mais le but, c'est qu'ils disparaissent au fur et à mesure et qu'on les intègre tous dans cette partie-là, pour le coup. Voilà. Et donc, du coup, voilà, on ajoutera au fur et à mesure de nouvelles options, et les derniers qui resteront, comment dire, seront migrés au fur et à mesure. J'attends juste un petit retour de chat. On va passer sur le suivant. Et donc, en vrac, de trois petites fonctionnalités très légères. Donc maintenant, on a la possibilité pour les utilisateurs de ne plus leur permettre de modifier leurs préférences, leur couleur par exemple, ou la couleur des priorités, ou leur disposition, leur langage, ou ce genre de choses. Vous avez là maintenant dans les profils la possibilité donc d'ajouter un verrouillage, comment dire, des personnalisations. Et donc, du coup, ils n'auront plus la possibilité de faire ça. Et donc, il ne leur restera que la possibilité de changer leurs informations de base et de changer leur clé d'API, pour le coup. Dans les règles métiers pour les tickets, on a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui permet de cibler donc, les noms complets. Parce qu'avant, c'était simplement le nom simple. On a un nouveau type de composant pour les modems qui était nécessaire, donc pour un plugin optionnel de GLPI. Donc maintenant, les ordinateurs ou les équipements réseau, par exemple. Et au niveau donc de l'authentification CAS sur les portails CAS, donc c'est un peu un système d'authentification universitaire open source, on a ajouté donc le support du protocole version 3. Donc, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'utilisent sur ce webinaire, mais du coup, donc, il y a maintenant la version 3 pour le coup. Précédemment, on avait la possibilité donc d'activer ou de désactiver le texte riche pour les tickets, et enfin de façon générale, on va dire pour les tickets, pour les suivis ou ce genre de choses. L'option de configuration a été supprimée. Et maintenant, c'est le mode riche texte qui est donc le défaut et qui est toujours actif pour le coup. Ça nous simplifie le développement et ça permet donc aux utilisateurs. Le problème étant que le défaut précédent était le texte simple et la plupart des gens n'étaient pas au courant, donc on avait un mode rich text sur lequel on pouvait copier-coller des images ou ce genre de choses, ce qui était quand même un petit peu dommage. Et donc pour des raisons techniques, on a supprimé donc complètement l'option et la possibilité de rester en texte simple. Et donc, dernière petite option, on a donc une possibilité, donc maintenant dans le formulaire des utilisateurs, de définir un responsable, comment dire, quel est au niveau en hiérarchie, quel est donc le responsable de l'utilisateur. Et vous avez donc dans le moteur de règles d'habilitation la possibilité donc de définir ce champ responsable. Et donc comme ce moteur de règles des critères d'habilitation a aussi des critères qui permettent donc d'extraire des données de votre LDAP, de votre Active Directory. Donc depuis votre Active Directory, vous allez avoir la possibilité donc de définir directement les hiérarchies, on va dire, des utilisateurs. J'ai vu une petite question très rapide là, comment accéder à la ligne de commande, à la console en ligne de commande sur IS. Bah, normalement via PowerShell ou via le command.com tout simplement. Il suffit juste donc de faire PHP bin console et donc du coup ce sera directement disponible. Vous pouvez trouver la documentation de cette ligne de commande sur le site de GLPI. On a donc une partie, cette partie-là est normalement bien documentée. Ok.
Ok, je passe à la diapo suivante. Donc du coup, là, voilà pour les fonctionnalités. Je vous explique donc rapidement aussi ce qu'on a fait, parce qu'il n'y a pas énormément de fonctionnalités, on en a livré quelques-unes, mais du coup, ce qu'on a fait, c'est que c'est une version sur laquelle on essaye de stabiliser et d'éviter d'avoir des versions sur lesquelles on a des bugs ou des régressions ou ce genre de choses. Donc voilà, je vais vous présenter très rapidement ce qu'on fait, on va dire, techniquement, nous, de notre côté, pour stabiliser et que le produit soit le plus robuste possible. Donc voilà, ça c'est nouveau. Donc on a depuis 2 ans à peu près, on ajoute des tests unitaires de façon enfin énormément de tests unitaires donc sur GLPI. Et à l'heure actuelle, donc en 2 ans, on en est à une couverture donc de 27% à peu près, un petit peu moins de 27% de tout le code de GLPI. Donc à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de choses donc, qui commencent à être bien testées et sur lesquelles on a une bonne confiance, sur lesquelles on sait qu'il n'y aura pas, comment dire, de régression. Donc ça avance et la couverture fonctionnelle va avancer elle aussi et on aura donc un test une suite de tests de plus en plus complète. Et donc, du coup, on espère en tout cas un produit de plus en plus robuste pour le coup. On a aussi changé la façon de faire les requêtes SQL dans GLPI. On doit être peut-être à, je sais pas, 80-90% du boulot à l'heure actuelle. Toutes les requêtes SQL ont été changées par une sorte de moteur d'abstraction. Le but ultime de ça, de passer par un moteur d'abstraction et donc cet itérateur, globalement, ça va être de permettre de supporter PDO et donc, par extension, des nouveaux moteurs SQL. Et donc, du coup, on a en cible évidemment Postgre. J'aimerais bien qu'on puisse faire du SQLite parce que ça permettrait de faire des démos très rapidement. Et si possible, du SQL Server. On verra à terme. Parce que là, à l'heure actuelle, on est juste en train de préparer le terrain, faire en sorte que ce soit le plus simple possible de pouvoir switcher de l'un à l'autre. Et on a encore plusieurs mois, voire, à mon avis, quelques années de développement pour qu'on arrive à cet objectif ultime. Mais on y travaille et ce n'est pas un projet abandonné. Vous aurez d'ici quelques temps la possibilité de choisir votre moteur de base de données pour faire tourner GLPI. Et donc choisir ce qui est déjà disponible, on va dire, dans votre structure. Maintenant, on utilise aussi SCSS au lieu de CSS. Je vous en parle très rapidement, mais globalement, ça va nous permettre de nettoyer très rapidement. Enfin, ça va nous permettre de nettoyer la feuille de style de GLPI qui commence en 15 ans, comment dire, en 15 ans de développement qui commence à être très chargé et ça va nous permettre donc d'organiser très facilement cette feuille de style. Et donc voilà pour la 9.4. Je fais dans l'ordre de la présentation, je vais vous faire une petite présentation de GLPI Network. Donc GLPI Network, en fait, c'est quelque chose que TechLib, à travers son réseau de partenaires, dont fait partie OPNS, fournit. Et donc c'est un ensemble de modules et de services supplémentaires par rapport donc en plus de fourni au-dessus donc de l'archive communautaire de GLPI. Donc on essaye comment dire d'être respectueux, on va dire, de l'esprit open source et de pas vous fournir, de fournir à la communauté le maximum de choses qui soient gratuits. Et par contre, on essaie d'inviter les utilisateurs à nous soutenir pour avoir justement de plus en plus de fonctionnalités et étendre, on va dire, à la possibilité d'ouvrir à des plus grands groupes ou à de plus en plus d'utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on travaille d'ailleurs sur l'expérience utilisateur, sur le design ou ce genre de choses, parce que c'est quelque chose de très important pour nous. Et donc c'est la GLPI Network. Donc c'est une distribution qui inclut donc, la version communautaire, sur lequel on va vous ajouter du support éditeur, donc level 3. Le support, comment dire, le niveau 1, niveau 2 est assuré par votre partenaire de proximité. Et sur lequel nous, on fait un accompagnement avec nos partenaires sur la qualification de vos leads, de vos besoins ou ce genre de choses, et sur lequel on travaille vraiment main dans la main pour vous fournir le meilleur service en prestation et en support. Et à ça, en plus, s'ajoute un certain nombre de fonctionnalités. Donc voilà, on a à l'heure actuelle nos offres, sur lesquelles vous pouvez souscrire, qui donc vous amènent donc les objets, les services, le support supplémentaire ou ce genre de choses. Voilà. Donc on a une petite bannière si vous voulez voir. Vous pouvez cliquer donc sur la petite bannière pour voir donc les prix et prendre connaissance, on va dire, du produit plus globalement. Et donc,
Via cette offre, donc via cette distribution GLPI Network, on a un certain nombre de choses qui sont arrivées cette année. La première et la principale, c'est que vous pouvez maintenant déployer GLPI facilement sur AWS, Amazon Web Services, qui est donc un fournisseur de cloud, on appelle ça donc dans le jargon serverless à l'heure actuelle. Donc vous pouvez donc juste en ayant un compte Amazon Web Services, déployer donc une instance qui est directement prête de GLPI et vous pouvez donc directement l'utiliser. Et vous avez inclus dans cette offre AWS le support basique, donc qui est ici, donc le premier niveau, on va dire, de GLPI Network. Voilà, donc ça se déploie automatiquement. Vous avez, je veux dire, à partir du moment où vous avez cliqué, vous avez une semaine d'essai. Vous avez cliqué, vous avez dans les 5 minutes, vous avez un GLPI qui est prêt à l'emploi sur lequel vous pouvez faire des customisations et vous avez directement des plugins directement installés. C'est vraiment plutôt pas mal pour le coup. On aime beaucoup de notre côté en tout cas. Voilà. Dans GLPI Network, on vous fournit aussi un plugin supplémentaire qui vous permet donc de faire des connexions avec des prestataires externes. Donc on a à l'heure actuelle donc les prestataires, il y a un petit décalage au niveau de ma police, mais on a développé donc les connexions vers les prestataires suivants, donc Google, Facebook, GitHub, Amazon, Azure, Microsoft et GitLab. Je pense que la plupart des gens seront intéressés par Azure, Microsoft et Google, qui sont là, pour la plupart du temps leurs fournisseurs, on va dire, de groupware, enfin avec Office 365 et Google Apps, du coup. Et donc, du coup, sur la page d'accueil de GLPI, ça va vous permettre, en gros, d'afficher, pas toutes ces icônes-là, mais une icône qui, vos utilisateurs en cliquant, vont être redirigés vers le portail du fournisseur, donc Office 365 ou Google Apps. Et s'ils sont déjà connectés, la redirection va être automatiquement refaite vers GLPI et ils seront logués automatiquement sur GLPI. Alors ça permet aussi d'importer les utilisateurs. Hein, si vous n'avez pas forcément besoin de faire, par exemple, une interconnexion avec votre LDAP pour pouvoir importer vos utilisateurs. S'ils cliquent là-dessus et que c'est donc un fournisseur autorisé, je parle par exemple dans le cas de Azure, donc c'est un fournisseur autorisé, du coup ça peut importer les utilisateurs et donc avoir automatiquement que l'utilisateur ne se pose pas de questions sur ce qu'il doit faire ou ce genre de choses. Ça combiné avec un portail Form Creator par exemple pour pouvoir faire un catalogue de services pour vos utilisateurs pour leurs questions, leurs incidents ou ce genre de choses, je trouve que ça commence à être pas mal. Enfin, ça commence, je dirais pas parfait, mais que ça commence à être vraiment bien, on va dire, pour adresser, on va dire, la partie processus qui cible vos utilisateurs finaux, on va dire. Voilà. On a aussi donc un petit plugin qui va vous permettre de faire une séparation de vos catégories en plusieurs comment ça s'appelle, liste déroulante. Donc c'est disponible aussi. Donc ça fait vraiment une petite modification de la catégorie. Ensuite, on a depuis récemment, on a un plugin qui s'appelle Collaborative Tools, qui va vous permettre, à l'heure actuelle, pour ces 5 produits, donc Mattermost, Slack, Microsoft Teams, Rocket Chat et Telegram, d'envoyer des notifications sur les événements de GLPI, donc par exemple sur les tickets notamment, comme pour les notifications mail ou les notifications bureau, enfin les notifications natives, on appelle ça. Maintenant, vous avez la possibilité donc de cibler donc des fournisseurs de chat et donc de recevoir dans les canaux de ces chats des notifications sur les tickets ou sur d'autres choses, sur par exemple des commandes ou sur des alertes sur des licences expirées ou ce genre de choses. Je réponds à la question. Ce sera enregistré, je suppose que oui, ce sera mis en disposition en téléchargement. On a aussi, alors le plugin Metabase est disponible dans la communauté. Donc Metabase est un outil de BI qui permet donc de faire des jolis rapports on va dire pour votre structure. C'est pas spécialement dédié, seulement GLPI. Nous on l'utilise pour vraiment tous nos rapports à l'heure actuelle, que ce soit du commerce, ou que ce soit de la direction, ou que ce soit du support. Et donc, du coup, on a donc dans la communauté, on a une intégration entre Metabase et GLPI qui va vous permettre plusieurs choses. Un, de pousser, on va dire, la structure de la base de données de GLPI pour que ce soit simple à utiliser dans Metabase.
2 qui va vous permettre d'intégrer les dashboards de Metabase dans l'onglet, enfin dans la page principale, dans la page d'accueil de GLPI. Et vous avez la possibilité, il y a un système, comment dire, qui permet de pousser des fichiers JSON, de rapports et de dashboard depuis le plugin vers Metabase. Donc ça, c'est disponible dans la communauté. Nous, ce qu'on ajoute, c'est que du coup, on a un ensemble de rapports déjà préfabriqués que vous pouvez intégrer dans le plugin et qui peuvent être poussés directement donc, dans Metabase. Donc on a tout un catalogue de rapports déjà préconfigurés qui sont utilisables à l'heure actuelle. Voilà. Et donc ça, le plugin est disponible côté communautaire. Et de l'autre côté, nos rapports sont, eux, disponibles donc, depuis GLPI Network. Voilà, et donc du coup, dans GLPI Network, très très rapidement, on a aussi un script de récupération des garanties Hewlett-Packard via l'API REST de Hewlett-Packard. Elle est à l'heure actuelle côté GLPI Network parce que ça nécessite une clé d'API qui est personnelle et c'est un petit peu compliqué à mettre en place à l'heure actuelle au niveau communautaire. Je réponds donc à la question pour Metabase. Oui, il faut installer donc Metabase à côté sur un système. C'est donc Metabase est un outil qui est développé en closure et qui est empaqueté dans un jar donc qui marche sur la Java Virtual Machine. C'est quelque chose d'assez léger. Hein, ça tourne. Le jar en lui-même, il doit faire, je sais pas, 80 mégas, je crois, 80 mégaoctets. Et pour une utilisation pour quelques personnes, il n'y a pas besoin ça a besoin que d'un cœur, 2 gigas de RAM, je veux dire pas beaucoup plus. Et ça peut être partagé avec l'Apache, je veux dire, si vous avez une utilisation simple. Si vous commencez à partager, je veux dire, vos dashboards et vous commencez à avoir une utilisation très très poussée, il vaut mieux avoir un serveur séparé et commencer à monter les cœurs. Mais pour pouvoir tester, ça, c'est quelque chose qui nécessite vraiment très peu de ressources. Donc, mais oui, c'est un serveur séparé, c'est un outil de BI vraiment complet. Mais par rapport à ses concurrents, on va dire c'est vraiment quelque chose de très 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 facile d'accès malgré sa puissance. C'est vraiment au niveau comment dire facilité d'utilisation, c'est quelque chose. Enfin, ça a été un choc pour moi par rapport à ses concurrents en termes de BI. Pour le coup. Voilà. Et donc, du coup, pour reprendre, on a des documentations supplémentaires au niveau de GLPI Network, donc, qui sont par exemple les intégrations NTLM pour faire donc, de l'autologin de vos utilisateurs avec le contrôleur de domaine, enfin, directement avec leur login Windows. La synchronisation avec SCCM, on a de la documentation. On a de la formation pour les développeurs pour pouvoir apprendre à faire des plugins sur GLPI. On a évidemment des dictionnaires de fabricants qui permettent, par exemple, je l'explique à chaque fois, mais vous avez par exemple Dell qui a changé de nom au fur et à mesure des années. Donc, on a Dell Incorporation, Dell Inc. avec un point à la fin, puis Dell seulement. Et en gros, les dictionnaires vous permettent, ceux qu'on a déjà, enfin, de base dans GLPI, vous avez la possibilité de créer vos formulaires et de dire que si on trouve tel nom, tel nom, tel nom, on les regroupe donc sous ce nom final. En fait, ce travail-là, nous, on l'a déjà fait et on a déjà un ensemble de dictionnaires déjà préfaits pour les logiciels et pour les fabricants. On a des outils de LDAP supplémentaires pour pouvoir tester les connexions et évidemment, on fournit donc des virtual appliances que vous pouvez directement intégrer donc, dans vos hyperviseurs pour le coup. Voilà. Et voilà donc pour la mise à jour des dictionnaires, pour le moment, on n'a pas eu de mise à jour. Je sais pas, on en fait un tous les 3-4 mois. Lors de nos intégrations, nous, ça nous arrive d'en faire aussi pour le compte de nos partenaires. Ça nous arrive de détecter des choses à rajouter. Donc nous, on les fait. Et de toute façon, ils sont directement en téléchargement sur le site de GLPI Network. Donc à partir du moment où vous y avez accès, vous pouvez récupérer la dernière version et l'importer dans votre GLPI. Ça n'écrase pas ça n'ajoute pas, ça ne se duplique pas, c'est-à-dire que les règles ont un identifiant unique et donc du coup elles se mettent à jour automatiquement pour le coup. Voilà. Et donc cette doc, à partir du moment où vous avez accès à la GLPI Network et que vous avez un compte sur la GLPI Network, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous rapprocher, enfin vous payez la souscription et que vous n'avez pas le compte, rapprochez-vous de votre partenaire et qui nous retransmettra l'info, on vous créera un compte et on vous rattachera, comment dire, à votre bon compte. Et à partir du moment où vous aurez ce compte
ou vous aurez la souscription pour ceux qui vont le faire à partir de maintenant. Donc, dans les téléchargements, vous aurez un onglet téléchargement où vous aurez la possibilité donc, de récupérer donc, les dictionnaires. Si ce n'est pas le cas, je vérifierai que c'est bien disponible, mais normalement c'est le cas. Pour le coup. Du coup, voilà pour une présentation assez rapide de GLPI Network. Je vais vous parler donc très rapidement donc de ce qu'on est en train de faire pour le futur de GLPI. Il y a pas mal de choses là qui sont en discussion. On a eu un séminaire interne récemment et donc on sait à peu près ce qu'on veut mettre ou ce qui va arriver. Donc voilà dans les grandes lignes donc ce qui va arriver. Donc on aura la notion des impacts et dépendances, donc très rapidement. C'est en cours de développement à l'heure actuelle, donc ça arrivera plutôt très vite. Donc avec des graphes, etc. et la possibilité donc de visualiser quand une machine va tomber, ce qui va tomber derrière aussi, ou ce genre de choses. Voilà, donc je m'étends pas énormément dessus parce que c'est encore en développement, il y a encore pas mal de questions, mais voilà, vous pouvez vous attendre à ça à l'heure actuelle. On aura la gestion des time zones pour les structures qui sont donc, on va dire, globalisées, qui sont sur plusieurs pays. Vous pourrez définir des time zones au niveau du système, enfin au niveau général et pour chacun de vos utilisateurs. Ce sera évidemment aussi normalement disponible depuis les règles automatiques. À vérifier, mais je crois que c'est le cas. Et donc du coup, par contre, c'est pas disponible immédiatement. Oui, j'ai fait la. C'est vrai que. Voilà. Attends, juste une seconde. Voilà, donc Cédric est maintenant animateur. Donc du coup, on a les time zones. Donc je disais, c'est pas disponible immédiatement. Enfin, dans la prochaine version, il faudra faire quelques configurations parce que MySQL à l'heure actuelle ne fournit pas le support des time zones immédiatement. Il faut, dans le cas des Linux, lancer un script pour peupler les bases de données et la même chose pour Windows, mais c'est pas le même. Et donc du coup, ça prend à peu près, on a une doc pour ça, mais ça prend à peu près 2 ou 3 minutes pour faire le peuplement. Et à partir de là, il y a la migration des champs de la table de datetime vers timestamp. Et donc du coup donc ce sera donc bientôt disponible. Il y a un petit peu de système à faire de votre côté, mais vous aurez la possibilité donc en fait le but ultime, parce que je l'ai pas dit au final, c'est donc que les dates de chacun des objets de GLPI soient donc dans l'heure de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on va maintenant stocker dans la date du serveur, donc en UTC, et afficher les dates dans la locale, on va dire, de l'utilisateur. Voilà. On va faire, donc là c'est un comment dire, un mock-up qu'on a fait rapidement, mais en gros on va retravailler les dashboards de GLPI pour avoir des choses beaucoup plus graphiques, parce que à l'heure actuelle c'est un petit peu austère. Ça mérite de fonctionner et de présenter les informations de façon générale. Je pense pas qu'on va abandonner donc l'ancien dashboard, mais le par défaut deviendra beaucoup plus rapide, beaucoup plus graphique, pardon, excusez-moi. Voilà pour cette partie-là. Et donc sinon, on va faire quelques intégrations. On est en train de réfléchir à l'intégration de ces plugins-là, donc PDF, parce que c'est souvent compliqué. Quand il y a des changements, il faut le refaire entièrement, mais donc c'est quelque chose qu'on va faire de façon générique. On va essayer d'intégrer ça dans le cœur pour que ça ne représente plus de travail ultérieur. Le plugin News, parce qu'il est très simple et c'est une fonctionnalité qui est souvent utilisée, donc ça n'a pas nécessairement nécessité d'être en plugin. Le plugin Form Creator, parce qu'il est indispensable pour nous et parce que c'est notre plugin. Et maintenant, on n'envisage plus, comment dire, une instance GLPI sans le plugin Form Creator. En tout cas, quand les gens utilisent le helpdesk, on va dire. Et on est en train de travailler sur les parties Ansible et Observable. Pour Ansible, c'est avoir la possibilité donc de pousser l'inventaire de GLPI d'Ansible et depuis GLPI avoir la possibilité à T1 de pouvoir jouer des playbooks, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces playbooks, enfin des recettes directement depuis GLPI qui seront poussées vers Ansible pour le coup. Observium aussi pour pouvoir faire de l'inventaire, etc.
Et donc, du coup, on est aussi en train de travailler sur, de façon officielle, on va dire, que l'agent, enfin que la partie dynamique, l'inventaire dynamique, je veux dire, soit intégré dans GLPI. Parce que là, on a un certain nombre de plugins. On va laisser les plugins de toute façon toujours, hein, ils vont pas disparaître. Mais la partie qui s'occupe de transformer le format XML qui provient d'OCS historiquement en comment dire, objet GLPI, cette partie-là, on veut la reprendre à notre compte parce que il commence à y avoir des différences, c'est toujours un petit peu compliqué, comment dire, à maintenir ou ce genre de choses. Donc la partie inventaire automatique, la partie transformation, elle va, comment dire, elle va revenir dans GLPI. Et il y a de grandes chances qu'on propose nous un agent, comment dire, officiel. Pour le coup. Donc, mais c'est encore en discussion, mais ça va arriver. Et en rapide que j'avais pas mis dans ma présentation, on a 2-3 petites choses. On a fait un mode complètement noir pour GLPI parce que c'était une demande assez récurrente. Parce que du coup, à l'heure actuelle, le thème de GLPI est quand même plutôt blanc. Et on a, ah oui, ici, un truc assez important. À l'heure actuelle, sur les tickets, sur les salles de data center et sur les racks, l'onglet principal, bah, globalement, c'est un onglet, un formulaire avec des champs ou ce genre de choses. Bah, maintenant, l'onglet principal, ça va devenir la vue graphique. Donc, dans le cas des tickets, ce sera le traitement des tickets. Dans le cas des rooms, ce sera donc comment dire, la représentation de la pièce. Et dans le cas des racks, bah, ce sera directement la visualisation du rack directement. Pour répondre au plugin Fusion, le plugin Fusion ne disparaîtra pas. On va lui reprendre sa partie, en gros, d'intégration, de transformation d'un XML en objet GLPI, mais lui va continuer de fournir toute la partie tâches avancées, donc déploiement, découverte SNMP ou ce genre de choses. Voilà. Donc il n'y a pas de, volonté, comment dire, de couper l'herbe sous le pied de notre communauté. Le but est de reprendre les parties qui sont communes à tous les objets, on va dire, enfin tous les plugins d'inventaire, et arrêter de faire des choses séparées, en fait, tout simplement. Et l'agent d'inventaire, à l'heure actuelle chez Fusion, c'est nous qui le développons. Donc, du coup, c'est déjà on va dire, c'est déjà notre produit. Du coup. Voilà, donc j'arrête sur les fonctionnalités, j'ai fait le tour. On va passer vite fait en question mode. On va sélectionner 2-3 questions si vous souhaitez. Donc pour le plugin PDF, pardon, je sais plus. Pour le plugin PDF, j'ai pas d'idée. On l'a à l'heure actuelle en interne. Du coup, s'il y a nécessité, on peut le transmettre via notre partenaire pour vos intégrations ou ce genre de choses. Mais la personne qui s'en occupe au niveau communauté, je ne sais pas du tout si elle est en train de s'en occuper ou pas du tout pour le coup. On va lui transmettre probablement notre patch là avant la fin de semaine, enfin en tout cas dans les jours qui vont venir. Et après, elle fera ce qu'elle en souhaite, si elle souhaite publier nos modifications ou pas pour le coup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions du coup ? Alors ça là, je sais pas, je peux pas, je sais pas quoi répondre. Du coup, si ça pouvait être un. Alors sur cette partie-là, alors on n'a pas un prestataire GLPI officiel, on en a un certain nombre. Donc c'est le système de partenariat de GLPI. Si vous allez sur le site de GLPI, vous aurez la liste de nos partenaires. À l'heure actuelle, par exemple, donc dans le cadre de ce webinaire, c'est organisé donc avec OpenS qui donc a priori dira quelques mots donc juste après. Mais donc on en a un certain nombre, on en a à l'heure actuelle plus d'une dizaine pour le coup. Voilà, donc je vous invite à aller regarder sur le site directement, il y a un onglet donc partenariat sur lequel vous pouvez donc commander des prestations, donc la partie GLPI Network, etc., etc. Et je suppose que donc OpenS en parlera mieux que moi donc dans les prochaines minutes. Pour la 942, probablement la semaine prochaine. Je ne sais pas trop encore la date précise, mais ce sera probablement la semaine prochaine.
Marqué comme question. Donc, il y a celle-ci, afficher la liste des questions que j'arrive pas à... Voilà. J'ai le pays 10, bah, ce sera là, les fonctionnalités que je vous ai présentées qui vont arriver, ce sera probablement une 9.5, parce que ce sera encore le code, on va dire, legacy de GLPI. GLPI 10, ce sera la version suivante, c'est la version sur laquelle on fait énormément de refonte derrière et sur laquelle on va utiliser des composants graphiques. Et donc, en gros, le thème va encore de nouveau changer, mais pour quelque chose d'encore plus moderne. Donc, mais c'est la version sur laquelle on va faire beaucoup de changements et beaucoup de cassage, on va dire, de framework derrière, pour le coup. Une appli mobile, alors attendez, une appli mobile, c'est en discussion. C'est en discussion. Non, je n'arrive pas à publier. Voilà. Une appli mobile, donc oui, c'est en discussion, mais comme, enfin, tout le monde est beaucoup intéressé. On a une équipe qui peut travailler sur des parties mobiles. Mais on a du mal à trouver des financements sur cette partie-là. Et ça demande quand même pas mal de développement, pas mal de temps ou ce genre de choses, quoi. Donc du coup, bah, oui, j'aimerais bien, moi aussi, mais on n'a pas spécialement à l'heure actuelle la possibilité de le faire. Euh, pour celle-ci... Alors oui, on pourra passer de la version 4 à la version 10 sans aucun problème. Enfin, on verra. Mais globalement, il n'y aura normalement pas de problème. Du coup, c'est encore euh, très tôt pour parler de la 10 à l'heure actuelle, pour le coup.